Ça tourne? Ça tourne? Ça tourne-tu? Ça tourne? Ben oui, mais ça tourne. Ben oui, mais ça tourne. Comment vous voulez qu'on le sache? On sort de l'été. Personne nous parle. On sort de l'été, on est rouillé. Ma parole, on est en onde. Bonjour tout le monde. C'est comme si on sortait de où? C'est comme si on sortait de... D'une grotte? Non, peut-être pas d'une brosse. Non, d'une grotte. Ah, d'une grotte, j'ai compris, c'est comme si on sortait d'une brosse. Le ton est donné, mais j'adore. Le ton est donné à la saison de ma parole, c'est comme si on sortait d'une brosse. Voilà ce que tu as fait cet été. Entre deux émissions de radio, oui. Entre 2-3 nuits blanches aux Jeux Olympiques. Voilà, on sait ce que tu as fait. Voilà, c'est ma vie. Salut tout le monde, on est heureux de vous retrouver. Ben, on est un peu rouillé, comme vous voyez. Clairement. La dynamique va revenir. Mais on est très heureux surtout. Alors, ben écoute, oui, été chargé pour toi. Ah, j'ai pas arrêté. Beaucoup de radio. Mes premiers Jeux olympiques comme chef d'antenne à RDS, c'était magnifique. Les deux en même temps. Très peu de sommeil. Une belle semaine de vacances en Anticosti pour conclure l'été. Fait que là, l'automne est parti. Le football, le hockey s'en vient. Moi, j'ai pas arrêté. Il y a une grosse semaine de vacances. Wow! Puis Marc, lui, ça paraît pas, mais ça se fait à l'ombre, mais préparer le retour d'une équipe de hockey junior, retour progressif dans tous les sens du terme, ça a dû quand même occuper pas mal de ton temps. Ça a occupé pas mal de temps. Il y a beaucoup de détails techniques à retenir. On est à la merci des règlements, des autorités sanitaires, de la santé publique, tout ça, mais... moi, très content de revoir la jeunesse vivre. Oh, mais ça. Les sports collectifs et individuels, autant d'un côté comme de l'autre, dans des paramètres peut-être différents, mais de voir cette jeunesse-là pouvoir bouger, j'en suis très, très content. C'est entre autres certaines des choses que j'ai retenues pendant mon été, ou moi, au contraire, j'ai baissé le thermostat un peu, j'ai pris un pas de recul. Mais encore là, on l'oublie trop souvent, Marc et Andréane, c'est que le travail prolongé de la finale de la Coupe Stanley nous a tous touchés. C'est ça. On a eu aussi à faire cette merveilleuse émission sur les signatures des joueurs autonomes. Puis moi, de mon côté, écoutez, la F1 nous donne une saison exceptionnelle, très passionnante. Nous donne aussi des 3 en 3, ce qu'on voyait très peu à une certaine époque. Alors, on a tous gardé quand même un certain rythme, mais on en reparlera un petit peu plus tard de nos coups de cœur de l'été. On va plonger rapidement dans ce qui a marqué, dans le fond, l'été dans le monde du sport. Tu as parlé des Jeux olympiques, Andréane, mais on peut étendre ça aussi beaucoup plus large. Les femmes ont pris possession de la plateforme médiatique dans le sport. Avec grand bonheur, parce que pendant les Jeux olympiques, ça a un peu commencé là, tu sais, avec l'équipe de natation menée par Peña Lexiac, mais toutes les filles ont bien fait. Après ça, Maude Charron en haltérophilie. Moi, je vais vous confier, c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai fait de la télé avec... tu sais, le petit moton dans la gorge qui camoufle. Tu viens de découvrir ça, la magie olympique. Oui, la magie olympique, parce que dans un délai de quelques heures, on s'est retrouvés avec plusieurs médailles gagnées à certains moments. Il y en a que c'était pendant les heures où j'étais en ondes et c'était juste des femmes au début. Puis j'ai rien contre les athlètes masculins, là, c'est pas ça, mais de voir ces femmes-là prendre leur place. Ça avait été aussi ça à Rio, ceci dit. Hein? À Rio, les femmes avaient pris leur place. Mais là, on dirait qu'il y avait un engouement là, autour de ça. L'équipe de soccer canadienne... Wow. Quand ils ont gagné la médaille d'or, tout le monde capotait, même ceux qui regardent pas le soccer. Le calme et le sourire de Stéphanie Labbé. Oh, moi, là, j'en ai des frissons. Regardez, là, c'est pas des farces, j'ai des frissons à en parler. Une gardienne dans les tirs au but aussi calme. Incroyable. L'intimidation ne se fait plus comme dans les années 90 quand je jouais dans la Ligue américaine. Oui, c'est ça que j'allais dire. T'es passé par là, mais dans un contexte différent. On est pas dans la même place. On parle d'athlètes qui le font maintenant avec le sourire et un calme légendaire. Excuse-moi, je voulais pas arrêter ton élan. Non, mais pas du tout. Mais c'est parce qu'on a eu tellement de beaux exemples. Puis après ça, au-delà des Jeux olympiques, il y a eu le hockey féminin. Oui. Qu'on a suivi tellement Quel extraordinaire parcours. Puis tu sais, quand le Canada bat les États-Unis... Hein? Oh oui. C'est ça. Il y a toujours comme un petit que ça fait du bien. Et après ça, on se transporte aux US Open, aux internationaux des États-Unis au tennis, où Félix Auger-Aliassime nous a rempli de fierté, mais évidemment que le parcours de Leylah Fernandez, dont on avait déjà parlé dans notre podcast ici un peu plus tôt dans nos pilotes, dans nos pratiques. C'était déjà un beau personnage, mais là, elle a conquis la planète tennis et au-delà de ça, la finale des femmes a été plus regardée que la finale des hommes. Incroyable. Puis là, on parle quand même de 2 des plus grandes raquettes masculines dans l'histoire du tennis quand même. Là. Et là, je me dis, j'espère que cette mouvance-là va se poursuivre parce que c'est toujours... On est encore là avec le sport féminin. C'est vrai. On est encore là. Mais il y a un élan qui est irrésistible.
Puis pour moi, il y a eu de la magie aussi. Et ça, la magie, il ne faut pas la négliger parce que c'est là où, dans les parcs aux quatre coins de la province, il va y avoir des petites filles qui veulent être Léla Fernandez, bien sûr, qui vont vouloir être Stéphanie Labbé, qui vont vouloir être Maude Charron dans les gyms et dans l'haltérophilie. Oui. On va démocratiser certains sports aussi de cette façon-là. Puis moi, ce que je retiens là-dedans, je vais faire du pouce un peu, si tu me le permets. Du haut de ses 5 pieds 6, je vous parlais d'intimidation tantôt, Léla Fernandez a bousculé les grandes du tennis. Oui, c'est vrai. Puis là, c'est pas juste une histoire de grandeur, mais saisir le moment présent. Elle l'a fait, Pierre, tu vas sûrement en être fier, puis j'aimerais avoir ta perspective, elle l'a fait avec le micro aussi lorsqu'elle s'est agressée à New York et à la planète le 11 septembre. On va s'en rappeler. Alors pour moi, elle était dans le moment et pour ça, c'était intimidant pour les autres. Je ne sais pas comment tu l'as vu. Oui, mais tout à fait. C'est pas le même genre d'intimidation parce que je regarde son adversaire en demi-finale qui cherchait à l'intimider avec son langage. Et d'ailleurs, sa morphologie est intimidante. Et je regardais Léla rester elle-même, de ne pas vouloir embarquer là-dedans et de rester à son plan et à sa confiance en elle. Et ça, moi, je vais y revenir là-dessus parce que c'est peut-être sa plus belle force, dans le fond. Mais tu as raison. Son comportement est digne d'une finaliste des internationaux des États-Unis. Puis Dieu sait qu'il y en a eu des grandes dames dans l'histoire du tennis. Et c'était fait d'ailleurs devant Virginia Wade qui était là dans les gradins. Je frissonnais moi aussi à voir ce moment-là. Et je me disais, quelle jeune femme extraordinaire, avant même de parler d'une athlète extraordinaire dans son sport. Quelle jeune femme extraordinaire de naturel, de maîtrise, de reconnaissance de la plateforme sur laquelle elle est située à ce moment-là, mais sans que ça ait l'air d'une répétition et d'un texte lu et répété, appris par cœur. Et ça, pour moi, ça a été, comme tu l'as dit, Marc, ça a été l'autre portion de l'équation qui nous a fait craquer littéralement pour elle. Et tu parlais des jeunes dans les parcs. Il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir malheureusement abandonné leur sport pendant la pandémie. C'est une réalité parce que c'était très difficile de pratiquer. Et c'était déjà vrai pour les jeunes filles. Les jeunes filles sont plus nombreuses à abandonner le sport à l'adolescence, ce qui est très malheureux. Puis tout le long des Jeux olympiques, parce que j'étais aussi au micro d'énergie, je ne sais pas combien de fois j'ai répété aux gens, assurez-vous que vos filles regardent les performances de nos athlètes. Parce que on s'entend, là, c'est une infime minorité qui va faire du sport d'élite puis qui va réussir, mais c'est pas grave, c'est pas ça le but. Moi, je pensais à mes nièces, quand je vois Leila, quand je pense à mes nièces qui sont toutes jeunes et qui vont pouvoir s'appuyer sur ces modèles-là, qu'elles fassent du sport ou pas, parce que tu le disais, au-delà de l'athlète, c'est de voir aussi comment ces femmes-là sont intelligentes, elles ont des choses à dire, elles s'expriment bien, pas de faux pas sur les réseaux sociaux, pas de... Non, mais c'est vrai, ça aurait pu arriver, et ce n'est pas arrivé, puis tant mieux. Alors, au-delà de la visibilité du sport, moi, je pense que pour notre jeunesse, parce que là, on parle des jeunes filles, mais ça peut aussi inspirer des jeunes garçons, assurément, de voir que, hey, c'est possible de venir du Québec, de venir de Rimouski, de Saguenay, de Québec, de Montréal, peu importe, et de faire du sport de haut niveau, puis de réussir. C'est possible, on le fait chez nous. Nos athlètes le font. Et si tu permets, Marc, parce que j'ai lu un commentaire, je pense que ça vient de Régent Tremblay, qui a dit « faudra pas oublier Eugénie Bouchard dans tout ça. » Parce que on peut peut-être juger le fait que son parcours a été difficile par la suite, mais quand tu parles de modèle qui sert aux autres, tu sais, Hélène Pelletier a été remarquable aussi de le faire. Puis dans le golf, Jocelyne Bourassa, quand elle avait gagné la classique canadienne. Mais plus près de chez nous, il y a quand même eu la force de ces modèles qui a certainement eu une certaine forme d'influence. Ah, ça fait boule de neige. Puis là, on va faire du chemin sur d'autres sujets qui nous ont fait réagir dans les dernières semaines, parce que là, on parle du positif des athlètes qui vont bien, qui nagent dans le succès. Puis il y a des athlètes pour qui ça s'est moins bien passé, qui ont connu des difficultés. Puis ça, ça peut influencer là, certaines équipes à l'aube de nouvelles saisons. Là, on peut penser à Aaron Rodgers des Packers. Ça a été très compliqué, cette espèce de guerre intestine. Et le premier match des Packers, je suis désolée, Pierre, ça a été une catastrophe. Oui, mais si tu veux, je suis prêt à enlever mon chapeau de partisan. Pour essayer de voir ça. C'est quand même difficile pour toi, ça. Oui, c'est difficile pour moi, ça, je l'avoue. Écoute, je suis un fan fini. Mais je voudrais peut-être élargir aussi. Oui. Puis, Marc, tu as été, toi, dans des vestiaires d'équipes professionnelles. Ma question, en voyant Rodgers s'écrouler de la sorte, on pouvait se poser des questions techniques.
est-ce qu'il aurait dû jouer un match préparatoire, par exemple? C'est vrai. Est-ce qu'il a gardé la forme correctement? Est-ce que d'avoir passé l'été sur les plateaux de Jeopardy, est-ce que c'était trop? Moi, je suis allé plus loin que ça. Est-ce que les idées noires qu'il a commencé à exprimer dès l'élimination l'an dernier, qui a privé la participation au Super Bowl des Packers, je me suis demandé, est-ce que ça n'a pas déteint sur toute l'équipe et est-ce que c'est un écroulement prévisible compte tenu de ça? Je ne sais pas ce que... As-tu vécu un équivalent? En fait, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu pour 2 raisons. Puis moi non plus, je ne suis pas capable d'expliquer la mécanique du corps arrière. Est-ce qu'il était trop tôt dans sa démarche, dans son compte, dans son pas? Puis moi aussi, là, parce que quand tu m'en as parlé, j'ai voulu voir et être capable de comprendre la performance sportive. Mais au-delà de ça, ben oui, je l'ai vécu. Et au point de vue personnel, au moment où j'ai commencé à me poser des questions, c'était à Tampa, ben j'arrêtais plus un ballon de plage, en bon français. Et ça, c'est clair, pour moi, que les idées noires, au niveau de la performance individuelle, vont avoir un impact négatif. Et là, l'autre chose, et c'est pas que mon jupon dépasse, mais un gardien, un lanceur au baseball, un quart arrière au football, c'est une partie, c'est une position qui est tellement contagieuse d'un côté ou de l'autre, pour le positif ou pour le négatif. Et quand un leader d'une formation, avec tous les problèmes qu'on a entendus, qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, chez les Packers, pour moi, c'est clair que ça a amené à des résultats négatifs. Et le résultat absolu, là, ça se peut très bien qu'Aaron Rodgers arrive ce match-là, puis parce qu'il est talentueux, parce qu'il connaît le tabac, il va le gagner le match. Ça n'enlève rien au fait que les idées noires vont miner une équipe, une chimie collective. Alors moi, j'en suis convaincu, Pierre. Et là, ça revient à la psychologie de l'athlète dont on parlait. Puis de ça, Andréane, tu t'en sors comment? Parce que tu vois, son entraîneur est venu à sa rescousse. Il a dit, je prends le premier blâme d'avoir mal préparé cette équipe. Mais c'est un geste politique qu'il fait, son entraîneur. C'est sûr. Et puis il fallait qu'il le fasse. Parce que là, il faut mettre le couvercle sur la marmite tout de suite. Parce qu'il faut que ça se règle dans le vestiaire, j'imagine, Marc. Tu sais, dans le fond, des situations individuelles comme ça, peu importe ce que c'est, peu importe l'équipe, faut que ça se règle à l'intérieur de laver son linge en famille. Là. Et c'est là où un leadership fort va te permettre de le régler. Si la pomme pourrie est à l'intérieur du leadership, c'est là où il y a des problèmes et parfois, on doit recommencer dire que tout ça est en toile de fond de la grande tournée d'adieu glorieuse d'Aaron Rodgers. On verra pour la suite. La saison est encore longue, mais oh là là. Parlant d'idées noires, notre prochain invité est capable de prendre ce concept et de nous faire tordre de rire. Absolument. Un des moments les plus vraiment inusités, c'est même pas assez fort comme terme, j'avais un chum qui disait souvent psychotronique. OK. Tu sais, un mélange de psychique puis d'électronique. C'est pas un groupe dance des années 80, ça? Oui, peut-être. Bon, en tout cas, il appelait ça un moment psychotronique. Mais je dirais globalement, un des moments les plus merveilleux que j'ai passé dans ma longue carrière, qui m'a amené des rires aux larmes, aux vraies larmes d'émotion, c'est quand j'ai accepté de participer à la web-diffusion de Sam Breton. Et sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais, parce que j'avais regardé ses promos, j'avais regardé comment il présentait ce petit bijou qu'il offre à ceux qui le suivent. Et je me disais, ça me fait un peu peur. En 30 secondes, j'ai ouvert ma vie. C'est pas tellement compliqué. Je ne sais pas s'il va être assez gentil pour nous faire la même chose, mais je suis convaincu qu'on va passer une demi-heure extraordinaire avec Sam Breton. Bonjour, Sam! Allô, mon Dieu, que de beaux mots. Je me demandais si tu parlais de moi ou quelqu'un d'autre. Non, écoute, j'en ai tellement entendu parler, puis il y a des gens qui m'ont dit, ça se peut pas, vous nous avez amenés partout, dans toutes les gammes des émotions. Puis tu sais, c'est un compliment que je te fais, parce que je sais que tu es d'abord et avant tout humoriste, mais j'ai aussi découvert un extraordinaire intervieweur. J'ai découvert une personne très humaine, très à l'écoute, et qui a un sens de la conversation vraiment pour la rendre intéressante. Alors, là, j'arrête les fleurs, mais je tenais à te le dire en début de converse ensemble. Ben, c'est vraiment gentil. Merci à toi pour ton ouverture, parce que c'est à cause de ça. Tu as vraiment été l'essence dans le char. Puis là-dessus, je te remercie. Bon, et on roule, mon cher Sam. Parce que Marc, t'es le mieux placé pour commencer la discussion. Je sais pas si je suis mieux placé, parce que là, je suis sur le bord de m'en aller, puis de baisser les lumières, puis de vous laisser tous les deux tout seuls. Mais pour être...
Pour être bien honnête, là, tu sais, moi, on m'a dit qu'il fallait pas se gêner de te brasser. Tu étais capable d'en prendre. Ton show s'appelle Au pic puis appel. Coudon, t'es-tu le plombier des humoristes? C'est pas fort. Oui, absolument. C'est-à-dire que je colmate les fuites de tout le monde. Non, face à part, j'ai eu la chance cet été de voir ton show quand tu étais de passage au Saguenay. Je sais que ta tournée se poursuit. Écoute, ça a été une soirée incroyable alors qu'on se remettait à peine à une certaine normalité. Là. Je pense que les choses se placent tranquillement pas vite. Comment ça se passe ton show? Puis parle-moi-en peut-être un petit peu là, de ce retour aux performances sur les planches. Ça se passe très bien. J'ai déjà recommencé une couple de mois. Toi, Marc, quand tu m'as vu cet été, on était encore à peu près là, 175 personnes là, que la salle à Chicoutimi permettait. Fait que c'était le fun quand même, mais c'est sûr que 175 dans une salle de 600-700, c'est tout le temps un peu spécial, mais vous êtes des gens chaleureux, hein? Fait que ça avait été vraiment agréable. Puis mon show, moi, une fois que ça commence, hein, comme dirait si bien Pierre, tu l'as dit, il y a 2 minutes, on roule. Fait que moi, qu'il soit 17 ou 7000, moi, j'y vais, le gaz dans le fond. Je fais ce que j'ai à faire. J'adore ça. T'sais, en plus, on m'a privé d'être sur scène pendant plus d'1 an. Moi, à chaque fois, je me sens comme un lion en cage. À chaque fois que les lumières allument, je suis content d'être là. Puis le show va bien aussi, malgré la pause. Moi, je suis un raconteur. Hein, fait que moi, compris une pause d'1 an, l'histoire a été drôle l'an passé. Elle va être drôle l'année prochaine. Fait que j'ai pas eu vraiment à changer des trucs. Si ça se trouve, je le livre et je le joue encore mieux. Parce que le fait de recommencer, au début, on jouait devant une trentaine de personnes avec les mesures sanitaires. Fait que ça te replace assez vite. Là, ça te remet en perspective certains moments de ton spectacle. Ouais, bonne leçon d'humilité. Je te dirais qu'à ce moment-là... Ouais, fait que le show, même si j'ai pas changé une ligne, je trouve que le show est encore meilleur à cause de tout ce qu'on a vécu. Sam, au début, il y avait pas beaucoup de gens dans les salles, ça augmente de plus en plus. On enlève les masques aussi. À quel point tu t'étais ennuyé de voir les gens rire? Tu les entendais, mais tu les voyais pas au début, là. Non, ben c'est sûr qu'il y a une couple de personnes, tu préférais qu'ils gardent le masque, là, mais sinon... je parle de mon père, de ma mère, Non, mais je m'étais ennuyé bien gros parce que moi, en plus, je suis pas... moi, je fais exprès pour que la salle soit très, très sombre parce que j'aime avoir le ressenti du public. On dirait que ça me force à vraiment bien filer là, ce que je ressens par rapport à ce que le public me donne. Il y en a que... En général, je pense que les humoristes vont préférer voir quand même un peu les gens parce qu'à chaque fois que je demande d'avoir la salle le plus sombre possible, les gens semblent toujours surpris. Fait que quand il y avait le masque, les gens que je voyais pas, entre guillemets. Fait que ça aussi, c'est bien bizarre. Parce que dans mon show, il y a comme il y a du 2e et il y a du 3e degré. Il y a des numéros, des fois que, Marc, tu l'as vu, je vais faire rire dans un sujet un peu plus touché. Puis j'aime jongler un peu avec les visages puis les réactions parce que des fois, c'est pas toujours le rire qui arrive immédiatement. Il y a comme une montée avant d'arriver. Mais là, dans la montée, là, j'étais vraiment dans le noir là, parce que je voyais pas les gens. Mais je veux dire, j'ai quand même confiance en mon show. Je l'avais fait plusieurs fois avant la pandémie. Fait que ça allait bien quand même. Mais mettons que c'est pas moi qui a pleuré là, quand on m'a dit qu'on pouvait enlever les masques. As-tu l'impression, Sam, que ton auditoire a changé à cause de la COVID? Un auditoire qui est peut-être plus facile parce que on veut rire puis on veut s'évader, ou peut-être à l'inverse et même en même temps, un auditoire peut-être un petit peu plus exigeant parce que on a souffert du confinement puis on met la pression sur celui qui nous divertit? Bonne question. C'est tout à ton honneur, ça, Pierre, d'ailleurs. Hey, profite-en, hein? Il y en aura plus d'autres, là. C'est pas de ma faute. C'est la meilleure, celle-là, là. Je te dirais que le public est plus facile pendant 1 minute. Parce qu'il y a comme une effervescence de « c'est mon premier show depuis 2 ans, depuis 1 an et demi ». Mais après 1 ou 2 minutes, là, je veux dire, l'être humain est là. Puis si c'est pas drôle, c'est pas drôle. Puis si c'est drôle, c'est drôle. Fait que, mais je te dirais que le début de show, il y a quelque chose de particulier quand même. Là, qu'on soit 170, comme à Chicoutimi cet été, Marc, ou actuellement où on peut être 500. Il y a de quoi de spécial parce que pour la plupart des gens qui sont là, c'est leur premier show post-pandémique. Fait que oui. Mais après ça, là, non. Après ça, c'est vraiment la routine. Mais moi, j'ai une question pour vous. Êtes-vous sortis ensemble après le show? Ben non, on pouvait pas.
Ah, tout était fermé encore? Ben, c'était, on était à la limite de recommencer le naturel. Ben, avez-vous ouvert des chaises longues dans le stationnement, non? Non, malheureusement. J'ai pas poussé l'audace. J'ai peur du rejet. Hein? J'ai pas poussé l'audace à demander si Sam voulait s'aventurer là. Mais écoute, parce que j'ai vu le show puis je l'ai pris en note, je vais me tenter aussi d'être aussi profond que Pierre puis d'y aller d'une bonne question. Je ne sais pas si elle est bonne. Oh boy. Mais face à part, tu l'as dit tantôt, tu crées un peu un inconfort, tu pousses les limites, d'autres degrés. Tu parles de la mort de plusieurs façons, des fois très drôles, des fois très humaines aussi. Est-ce que c'était voulu d'aller chercher ça, d'aller chercher quelque chose? Est-ce que tu voulais te démarquer de cette façon-là ou c'est vraiment un thème qui est omniprésent dans ta vie de raconteur de tous les jours? Parce que tu en parles dans plusieurs de tes numéros. Ouais, non, c'est quelque chose qui est omniprésent dans mon quotidien. Moi, je pense à la mort à chaque fois que j'ouvre les yeux le matin. C'est extrêmement macabre d'une même. Ouais, un peu. Mais oui, non, mais tu sais, moi j'ai vécu, ben tu sais, j'en parle dans mon show. Là. Moi, j'ai perdu un de mes meilleurs amis par suicide. Puis quand tu perds quelqu'un à 19 ans, même si c'est lui qui s'est enlevé la vie, que même si c'est pas un accident de voiture ou la maladie, peu importe la façon, ça me ramenait vite à hey, j'ai 19 ans puis j'ai perdu quelqu'un, tu sais, fait que à partir de ce moment-là, tu sais c'est toujours cliché, tu sais, vivre comme si c'était ton dernier jour. Mais là, à 19 ans, là, tu sais, la semaine d'avant, moi, je jouais avec lui au baseball, puis le dimanche d'après, je le porte à son dernier repos. Hey. Il y a quelque chose pour un petit bonhomme de 19, là, que ça a comme remis en perspective les paramètres de vie. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un peu macabre dit de même, mais je suis vraiment content quand je me lève les matins. Je suis comme, bon, on a une autre à vivre, puis ça va être le fun, puis on s'amuse. Puis dans mon show, c'est omniprésent parce que j'y pense souvent, mais aussi parce que dans le rodage, au début, il n'y avait rien de ça. C'était juste, non, on fait rire, on est là pour rire. Puis, mais le rodage avance, tu te promènes dans différentes villes, puis là, tu le réalises à un moment donné que tabarouette, moi, j'ai une portée à quelque part. Là, je vais être aux quatre coins du Québec, je vais parler devant des milliers de personnes. Ça serait le fun que j'amène une couche de plus au lieu de juste raconter des histoires de je me suis cogné le pouce avec un marteau, exemple. Tu sais, fait que il était là le défi de rire, puis les messages que je reçois par rapport à ce numéro-là ou par rapport au numéro que je veux pas d'enfant. Ça aussi, là, tu sais, les gens. Moi, ce que j'aime, c'est que tu ris, puis dans ton char après, tu réalises ah, il a quand même dit ça, puis on a quand même ri, mais c'est quand même vrai. Puis ça m'a fait penser au fait que j'en veux-tu, moi, des enfants, tu sais, des choses comme ça. J'adore recevoir des messages du genre, parce que je suis content de t'avoir fait rire et réfléchir à retardement. Andréane, serais-tu d'accord pour dire que c'est Yvon Deschamps à la moderne? Oh, quel beau compliment que tu y fais là. Mais je le fais parce que... De l'humour intelligent? Ben, c'est-à-dire de l'humour qui fait rire sur le moment, puis après ça, tu réécoutes ou tu repenses et tu fais « wow ». Hey Sam, mets ça dans ta poche. Avec. Ben là, ça n'a pas de bon sens. C'est fou. Non, mais je tenais à le dire parce que moi, j'ai vécu Deschamps de mon adolescence. Donc, à un moment où j'étais un public facile, donc Deschamps d'une façon, les Cyniques d'une autre façon. Les Cyniques avaient un humour avec une plateforme bien différente. Il y avait des messages aussi, il y avait des messages politiques et des messages sociaux à l'intérieur de l'humour des Cyniques. Mais Deschamps avait cette faculté de nous amener, de nous faire rire aux larmes, aux éclats. Puis on sortait de là avec une certaine... je dirais pas une certaine amertume, mais une certaine conscience ou au moins une soif de réflexion, un peu, disons. Oh oui, totalement. Je suis, premièrement, à Tabarouette, c'est toute une comparaison. Là. On m'a jamais comparé à M. Deschamps. Mais oui, mais pour moi, c'est important de faire ça. Puis, parce que je le fais de toute façon dans la vie. Là. Tu sais, moi, souvent, je suis comme l'espèce de confident de mes amis. Tu sais, mettons, quelqu'un a besoin d'un pep talk, ben là, les gens, souvent, mes chums m'appellent. Comme là, Breton, là, ça va pas bien. Puis, je pense que j'ai une bonne écoute. J'aime aussi conseiller. Le côté psychologie, moi, de l'humain, m'a toujours allumé bien gros. Puis je l'amène sur scène, ça aussi. Moi, j'aime ça faire un gag vulgaire, là, vraiment rough, un peu cru. Puis j'aime que tu ris aussi fort par rapport à un autre gag aussi intense, mais dans un autre registre par rapport au suicide, exemple, tu sais. Fait que j'aime me promener là-dedans parce que je fais confiance à l'humain, je fais confiance à l'intelligence. Je suis comme, on est capable d'y aller, on est capable d'aller là, on est capable de rire aussi fort qu'un gag que tu pourrais considérer comme plus facile.
mais dans un sujet beaucoup plus important, plus lourd, mais à la fois léger. Fait que pour moi, c'était un devoir. J'aurais été déçu parce que le numéro du suicide, ça a été le numéro le plus dur que j'ai jamais écrit de ma vie. Sûrement. Normalement, après une vingtaine de rodages, là, un numéro, c'est oui ou c'est non. Lui, ça a été au moins une 80aine de rodages. Là. Okay. Des fois, je sortais là, en colère. J'étais en beau tabarnane, puis je me disais, bon, ben c'est fini ce numéro-là, je le tasse, puis on n'en parle pas. Mais tu sais, 1 heure plus tard, dans mon char, sur la route du retour, j'étais comme, non, on va trouver une twist, on va trouver l'équation pour amener ce numéro-là dans le show. Fait que je suis vraiment content. J'ai croisé un de tes collègues humoristes, Guillaume Pinault, dans les studios de la radio cet été, puis je me souviens pas pourquoi il parlait de toi, mais il parlait de toi, je te rassure, c'était en bien. Mais il disait, Sam, c'est une vieille âme. Il parlait de toi comme une vieille âme pour ton ouverture, le fait que t'es pas le genre qui blaste les autres, qui est très compréhensif, très empathique. Puis là, je t'entends, puis je suis obligée de dire, Guillaume Pinault n'a pas toujours raison, mais là-dessus, c'est vrai, j'entends une vieille âme, Sam. Est-ce que les gens disent ça de donc, toi? ma comparaison est pas si mauvaise, dans le fond. Ben ouais, je pense que oui. Celle-là, l'as-tu déjà entendue, que t'es une vieille âme? Ouais, on me l'a souvent dit, Guillaume, entre autres, me l'a déjà dit, mais même plus jeune, mes professeurs me disaient ça aussi. Mais tu sais, moi, j'ai jamais eu de crise d'adolescence à proprement dit. J'ai toujours été un peu... Puis c'est drôle parce que je veux pas d'enfant, puis on me dit toujours que je ferais un excellent père, mais j'ai toujours eu le côté paternel développé. Je m'occupais de mes amis, donne-moi les clés de ton char, attention, dors pas dans ton vomi, ça serait le fun. C'était un excellent conseil. Tu sais, j'ai jamais bu vraiment... Tu sais, je bois, mais jamais pour me saouler. J'ai toujours eu ça, puis je pense aussi encore là que ça se reflète, oui, dans mon show, mais dans mon quotidien. C'est pour ça que j'aime autant écouter, puis j'essaye de pas tomber dans le jugement, même si on est tous humains, puis des fois, je réalise que je jugeais, puis je suis comme non, je trouve ça important. Chacun a tellement son histoire puis son parcours, d'où la raison de mon balado, puis je suis comme, faut que ça se passe, ces histoires-là. Tu sais, comme Pierre, c'est le fun, Pierre à télé, Pierre Houd, mais là, tu sais, la porte que tu m'as ouverte, tu sais, parce que moi, je dis toujours, si le podcast est bon, c'est parce que l'invité s'ouvre, tu sais, puis puis moi, ça m'a vraiment allumé, tout ça, mais j'aime être à l'écoute. Souvent, c'est ça. Je trouve qu'on n'écoute pas assez, tabarouette. Puis je trouve que les gens nous donnent des clés incroyablement. Puis ça part encore là, je veux pas ramener ça sur la table, mais au départ de mon ami à 19 ans, tu sais, il me donnait des clés. C'est sûr qu'il y avait des choses, je les ai pas vues, j'étais pas conscientisé, je le savais pas. Moi, il y a eu un Sam avant puis un Sam après. Fait que maintenant, même si ton problème peut me paraître anodin, je suis comme, voyons, c'est quoi le rapport? Mais j'essaie de pas tomber là-dedans. J'essaie de reculer avec la personne pour comprendre où la faille, puis essayer de la mettre en lumière. C'est pour ça que je fais ça. Sam, j'ai pas vu ton show, je m'en confesse. J'espère le faire plus tôt que plus tard. Est-ce que le sport fait partie de tes sujets? Le sport, il a fait ou partie peut-être de mon rodage. éventuellement? Éventuellement, peut-être. J'ai eu 1 ou 2 numéros par rapport à ça dans mon rodage. Finalement, ils se sont pas rendus jusqu'à la ligne d'arrivée. mais peut-être dans mon show 2, je vais en parler, mon côté compétitif. Moi, j'ai toujours fait des sports toute ma vie. Là, tu sais, hockey, soccer, baseball. J'ai joué beaucoup. Mais ouais, ça va revenir, ça, Pierre. À cette heure, tu m'en parles, là, ça va revenir. tu peux peut-être appeler Jean-Michel. La première fois que j'ai vu Jean-Michel Anctil sur scène, il y avait eu une soirée dans le cadre de Juste pour rire. On avait appelé ça Juste Sport Rire. Puis on avait demandé à Yvon Pedneau et moi à l'époque d'être les présentateurs de ces sketchs-là. D'ailleurs, on s'était fait assassiné par le critique du Journal de Montréal le lendemain. Ben voyons. Fait encore. Non, mais il n'avait pas compris. Nous, on était là comme caméo. Ils sont pas drôles. Ben oui, mais ils sont pas drôles. Et, allô? Tu sais, un caméo, là. Il aurait pu m'appeler, j'aurais dit, t'es pas drôle. C'est pas besoin de t'humilier devant des milliers de personnes. Non, mais c'était le numéro sur le bowling, Sam. Alors, je sais pas si tu l'as déjà vu. Ah oui? C'était vraiment tordant, ce numéro-là. En tout cas, je ferme ma parenthèse. Oui, Sam, en passant, c'est super original d'appeler ton deuxième show 2, parce que tu viens de nous dire que tu allais l'appeler le show 2. Non, mais... Je vais peut-être revoir. OK, mais là, écoute, les compliments fusent à gauche, à droite. Bon, c'est correct. Je vais jouer mon rôle de mouton noir. Cassé de partir. Quels sont tes défauts? Puis, es-tu
es-tu un peu à la merci des hauts et des bas du Canadien aussi? On t'a reçu dans notre show lors de la finale de la Coupe Stanley, puis tu vivais un peu aux aléas des performances du Canadien. Il était stressé. Tu étais stressé. Es-tu toujours comme ça quand c'est une équipe de sport ou quelque chose qui te passionne, mais que tu peux pas participer activement? C'est sûr quand c'est... honnêtement, plus souvent qu'autrement, moi, je suis plus rationnel dans la vie. Okay. Moi, j'étais un fan du j'étais un fan du hockey en général. Okay. Fait que, moi, j'ai des amis fans du Canadien. Fait que leur vie en dépend tout le temps. Puis demain, ils sont épais. Aujourd'hui, ils sont brillants. Puis eux autres, ils savent comment ça marche. Il y en a pas mal, ça. Il y en a qui savent. Ouais. Mais tu sais, moi, je me dis toujours, tu sais, à chaque fois qu'il y a une décision, puis que la plupart des gens sont pas d'accord, tu sais, je me dis toujours, mais oui, mais les autres, ils font ça 365 jours par année, c'est leur vie, tu sais. Il y a plein de choses qu'on sait pas. Tu sais, Marc, t'as été dans la ligue, t'as été au cœur, tu sais, puis Pierre, ça fait tellement longtemps que t'es là aussi. Andréane, toi aussi, tu connais ça, là, ok, un petit peu, j'imagine. Pas si pire. Mais je me dis, il y a tellement de choses qu'on sait pas. Fait que moi, ça me fait rire les gens qui s'emportent. Mais je trouve ça plus dur, effectivement, d'être spectateur. T'sais, moi, je suis toujours moins stressé quand que je jouais au hockey. J'aimais mieux de participer au match que d'être spectateur de mon frère qui jouait ou d'être blessé puis tu peux pas embarquer sur la glace. Je trouve que c'est toujours plus gossant. C'est ce fameux sentiment-là d'impuissance, de pas être capable de faire quelque chose, c'est vraiment tannant. Mais en général, je me contiens assez bien. Le rationalisme l'emporte. C'est pour ça que je vous aime autant, Marc et Pierre, parce que je trouve que vous avez toujours un beau parler. C'est toujours très clair et précis. Fait que c'est pour ça que je vous aime autant. Fait que ma blonde capote sur vous autres. OK, mais hey, je reviens à la question de Marc. C'est quoi tes défauts? Ouais, parce que ça, t'as pas répondu. Ouais, là, pas écouté la Es-tu question, en campagne électorale? Non, mais ce qui est le fun de Marc, c'est que sa question, elle dure pas 3 heures. Fait que t'as pas le temps d'oublier tout ce qu'il a dit. Fait que ça, mes défauts... Mes défauts, je suis impatient. C'est mon plus gros défaut dans la vie. Bienvenue dans le club. Ouais, on est bien bons là-dedans. Le podcast aurait pu s'appeler ça, impatient. Ouais, j'ai pas... en fait, j'ai beaucoup de patience pour les choses générales de la vie, mais pour les petits trucs, là, j'aime pas les gens qui sont pas têtes. J'aime pas les gens que... Moi, j'étais un gars de détail, je suis méticuleux. Fait, moi, les affaires de « ça va être correct », ça me met en tabarnak. À chaque fois, je suis comme « Non, ce sera pas correct. » Tu sais, ça. Mais ça, mon Dieu, si ma blonde était là... Lynn! Apporte mon copain chef! Des fois, ça m'aide. Des fois, j'ai le défaut de mes qualités, mais... Des fois, je suis en tabarnane, puis je le dis, là, je sais pas pourquoi, des fois, je suis fâché, des fois, rien me met en maudit, puis j'essaie de en vieillissant, là, tu sais, je suis rendu à 32, mais ça, calme-toi, garçon. Mais, des fois, gros caractère, impatience, ça me sert pas toujours, ça, mais ça gosse bien gros, ma blonde. Il y a un soir où il n'y a pas de hockey, parce que tu dis que tu es un amateur de hockey, donc si je comprends bien, s'il y a un bon match qui implique pas le Canadien, tu vas le regarder. Un soir où il n'y a pas de hockey, tu regardes quoi? Tu fais quoi? Je regarde, mon Dieu, souvent je suis en show. Mettons, j'étais à la maison, soit que je vais écouter une série avec ma blonde. Des fois, là, tu sais quoi? On met un fond de musique, puis on jase, tabarouette, parce que la vie va assez vite, puis on réalise qu'on n'a pas le temps de se parler, puis c'est comme s'il fallait toujours s'occuper. Tu sais, mettons, il n'y a rien. Hey, on écoute quoi? Mais des fois, on pourrait s'écouter soi-même. Fait que des fois, on tamise un peu, on finit de manger, on se met à jaser là, de tout et de rien, puis après ça, on baise. T'as pas idée comment... C'est tout naturel, quoi? Écoute, je prends des notes, Sam. Je te jure, je prends des notes. Écoute, ça commence par il n'y a pas de hockey. Il n'y a pas de hockey, on tamise. Ensuite, je suis à la maison, je suis pas en show, et ensuite, on jase. OK, d'accord, parfait. Mais je trouve ça bon, Sam, parce que ça fait longtemps que tu es avec ta blonde, puis vous avez encore des affaires à vous dire, puis ça sonne un peu drôle ce que je dis, mais on entend ça quand même. Les couples à long terme, il y en a beaucoup qui disent on dirait qu'on n'a plus rien à se dire dans une relation. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que des fois, il faut juste provoquer un petit peu. Tu sais, des fois, ça commence très léger. Tu sais, des fois, on est sur la terrasse, mettons une petite terrasse à l'arrière, puis
Tu vois un écureuil passer, c'est comme... Puis là, des fois, on se met à parler de l'écureuil. Je sais pas comment qu'eux autres vivent nécessairement. Puis là, une heure plus tard... Oui, non, mais ça part banal. Puis là, une heure plus tard, finalement, t'es rendu à parler de ton arrière-grand-mère qui t'a déjà raconté quand t'es... Puis là, puis des fois, c'est déjà arrivé. Peux-tu croire qu'on parlait d'un écureuil là, une heure? Puis là, on est rendu à comparer comment ta grand-mère a élevé ta mère, puis de quelle façon tu te projettes comme si un jour tu avais des enfants. Je trouve ça incroyable. Mais souvent, faut laisser la porte à ça. Tu sais, souvent, on va l'habiller on appelle-tu des amis, on écoute-tu une série, on va-tu ci, on va-tu ça. Puis comme des fois, juste s'arrêter avec un petit fond de musique, là, pour ça, je dis provoquer la conversation. Parce que je comprends les vieux couples de dire on n'a plus rien à se dire, peut-être, parce qu'au quotidien, quasiment heure par heure, tu vas faire de la mise à jour, mais tu peux parler tellement de plein d'autres affaires. D'ailleurs, quand je reçois des invités à mon podcast, c'est souvent ça. Des fois, les gens vont me dire j'ai peur d'avoir rien à dire. Honnêtement, on va parler 10 minutes. Je suis comme ben non, tu sais, je vais t'amener dans des zones que puis souvent les gens, là, ça part, puis on se met à raconter vraiment de beaux trucs que souvent même les invités se rappellent au moment de la jasette parce qu'ils se sont jamais arrêtés à tel moment de leur enfance depuis les 20 dernières années. Tu sais, c'est ça provoquer puis causer la conversation. As-tu déjà pensé à être coach de vie, Sam? Je t'écoute, là. Je pense que tu pourrais faire de l'argent là-dessus. Bon, ben tu seras ma première cliente, de ce que j'en comprends. Oui, c'est bon. On va se donner rendez-vous demain 13h, c'est 125$ de l'heure. Je vais t'attendre à mon bureau. Sam, si tu fais comme le dentiste puis tu opères 2 chaises en même temps, moi je vais aller m'asseoir dans l'autre chaise. D'accord? Pendant que Marc va m'insulter. Voilà, écoute. Non, mais j'essaie de te déstabiliser. J'ai comme l'impression que je jase avec Laurent Duvernay-Tardif, qui est drôle en plus. J'ai comme l'impression que t'as pas de défaut en ce moment. Puis, tu sais, je te rejoins dans plein d'affaires. Là. Moi aussi, ça fait longtemps que je suis avec ma femme. Ça fait 21 ans qu'on est mariés, 26 ans qu'on est ensemble. On n'a jamais de moment mort non plus. Mais... Parlez-vous d'écureuil? On parle pas souvent d'écureuil, cependant, mais je vais essayer ça. Je ne dis pas. Oui. OK? Je commence avec les écureuils. On peut te donner quelques filons. C'est écrit. Mais, tu sais, face à part... tu parlais de provoquer tantôt, mais tu es capable d'être baveux aussi, par exemple. Là, j'essaie de te trouver des défauts. Je te le dis, je travaille fort. Là. Je suis au pic de la pelle, c'est à mon tour. Ouais. Oui, je le suis. Oh oui, je suis extrêmement... Ma blonde te le dirait, je suis extrêmement... Je peux être très arrogant, extrêmement arrogant. Quand on se pogne, des fois, on chicane des petites affaires, là, mon gars, je deviens, là, je suis capable d'être d'une bonne méchanceté, là. Je suis capable d'aller tirer sur les bonnes cordes. Mais ça encore là, c'est un défaut de mes qualités. Vu que je suis à l'écoute, je suis capable quand même de bien saisir les gens. Fait que si ça va mal, je te tourne d'abord, je vois les faiblesses sont hauts puis je tire dessus. Fait que ça c'est très tannant. Je suis très malcommode, Marc. Puis au hockey, j'étais pareil, j'étais très tannant. Hey, t'as joué, c'est quoi les niveaux que t'as joué? C'est ça, c'est ça. Ah non, mais j'ai joué jusqu'à Junior A, tu sais, la base, quand même. Puis tu bavassais sur la glace, c'est ça que je comprends, là? T'étais celui qui faisait pogner les nerfs à tout le monde? J'étais le Brendan Gallagher de mon équipe, là. Moi, j'étais très, très le nord-sud, la tête en bas. Moi, qu'on gagne ou qu'on perde 8-0, là, je me sacrais devant les snaps. Si faut que je meure sur la glace, je vais mourir. J'ai déjà dit ça, j'avais 12 ans. Mais ça revient tout le temps, là, c'est une thématique. Oui, on voit, là, il y a un fil conducteur. Ouais, mais je suis très intense, je suis extrêmement impliqué. Mais tu sais, j'ai jamais donné de coups vicieux, j'ai jamais été suspendu, j'ai jamais blessé personne, mais je l'ai dit, agacé, mais agacé pour moi, c'est agacé. Pour les autres, c'est vraiment tannant, là, tu sais, je pense que tu préfères m'avoir dans ton équipe que l'inverse. Du moins, c'est ce qu'on me disait. Ben, c'est bon. J'aime ça juste, j'aime picosser, absolument. Sam, mais je vais... non, j'allais dire, en terminant, parce que le temps nous bouscule un peu, je pense que c'est de bon ton de poser la question, pas seulement là, sur le plan professionnel, puis sur le nombre de billets vendus, et ainsi de suite. Qu'est-ce que la pandémie aura changé dans notre vie, selon Sam Breton? Je pense qu'elle aura changé. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, le fait d'être confronté à soi-même. Il y en a qui l'ont eu dur, il y en a qui ça les a élevés, mais pour le mieux. Mais ceux qui l'ont eu dur, je pense que c'est eux qui vont en sortir grandis. Je trouve que, tu sais, la vie
La vie te prend par les épaules puis t'assoit volontairement. T'as pas le choix. Je trouve que c'est un beau miroir que la vie nous a mis. Puis je pense que moi, en tout cas, il y a bien des gens, là, il y a bien des gens que j'ai en tête, là, de personnes que je connais, que eux, ceux qui ont trouvé ça le plus dur au début de la pandémie, je trouve que c'est eux autres qui en sortent grandis vraiment aujourd'hui parce que tu apprends à vivre avec toi-même. Même si tu étais bien, même si la vie suit son cours, quand tu es confronté à toi-même, là, ça t'amène à tes petits problèmes puis tes petits bobos. Puis comme ça a duré plus que 2 semaines, ils n'ont pas eu le choix à un moment donné de consulter, de parler, d'aller à la source, d'appeler les gens avec qui il y avait problème ou quoi que ce soit. Je pense que humainement, en fait, la pandémie, ça a été clairement ça. Là, au-delà, tu l'as dit, les émissions sont coupées, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de tournage, il n'y a plus de... Je pense que humainement, c'est ce qui va nous avoir amené vraiment plus loin. Puis ça, je suis content de ça. Même de moi envers moi-même, puis envers les autres. Parce que je pense qu'on a besoin. On n'aura jamais assez trop de besoin de l'humain sur Terre, parce que je trouve qu'on le perd bien gros. Je pense que c'est un message de la vie, cette maudite pandémie-là, malgré tout. Ouais. Grand philosophe. On te retrouve où dans les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce qui attend, à part la continuité du show, je présume, mais quels sont les autres projets là, à très court terme pour toi? Mon Spacecast avec son Sam se poursuit. Ouais. Puis sinon, au Pic Pas Appel. Sinon, quelques tournages ici et là, les émissions télé, chanteurs masqués d'ailleurs à TVA, tous les dimanches. Puis sinon, mais c'est vraiment au Pic Pas Appel, sambreton.com. J'ai une 20aine de shows par mois. J'aurais même pas le temps de dormir, ça va être l'enfer. Andréane, moi, quand avant de participer à son podcast, j'ai fait un petit peu mes devoirs. Puis là, je regardais son calendrier de spectacle. C'est le plus proche que j'ai vu d'un calendrier de baseball. 3 jours à New York, 3 jours à Boston, des séries aller-retour, 3 jours à Denver, 3 jours... C'est assez remarquable. Je te laisse le mot de la fin. Ben Sam, je pense que tu vas pouvoir revenir à ma parole quand tu veux. Je veux juste souligner que dans cette entrevue-là, tu as été comparé à Yvon Deschamps et Laurent Duvernay-Tardif. Alors, je pense que tu as mis la barre très haute pour tous nos autres invités de la saison. En fait, j'ai un nouveau concept, une carte chouchou. Je suis sûr que ça s'est jamais fait. On pourrait comme y remettre. Puis, non, peut-être avec un clavier, peut-être aussi. Oui, non, on va aller voir si ça s'est déjà fait. S'il y a des précédents dans l'histoire de la télé. Sam, merci beaucoup. J'espère que tu as eu autant de plaisir que j'ai eu de participer à ta merveilleuse aventure que tu fais si bien et qui est si populaire présentement. Merci beaucoup. Vraiment partagé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis comme Andréane, tu l'as dit, je pense pas qu'on va battre ça. Fait que je pense que c'est la fin de balado, ma parole. Je suis content d'avoir été le dernier invité. Merci beaucoup, Sam. Salut, Sam. Merci. Bye bye. C'est notre dernier show, il nous l'a confirmé. Oui, alors on va essayer de finir. On va essayer de terminer en beauté. Alors on va te demander, toi, d'être le premier à terminer. Oui, OK. Non, mais nos coups de cœur, parce que revenons donc sur notre été. Tiens, c'est notre premier show après l'été. La pandémie étant ce qu'elle est, on ne peut pas voyager, du moins pas librement au goût on l'aurait aimé. Puis cet été, nous avons décidé, Marie-Josée et moi, de voir notre Canada. Puis on est allé voir nos amis dans les Maritimes. Oh! Puis je vous salue d'ailleurs, puis je vous invite à regarder ma parole, mais puis je suis tombé sous le charme. J'ai fait la Cabot Trail. Oh! J'ai capoté. Je suis jalouse. Oui, ce sont des paysages à couper le souffle. On est allé dans le coin de Bouctouche où on était accueillis avec un accueil, ma foi. On dit que les gens du Saguenay ont un accueil légendaire dans ce coin-là aussi. L'Acadie, c'est superbe. On a mangé du crabe qui sortait directement du bateau. Arrête donc, toi, là! Du bateau qu'on est allé chercher. On était 2 couples. Mon chum et moi, on est allé chercher de l'eau de la mer directement pour les faire cuire. On a mangé des homards dans la baie de Fundy. On est allé à Hopewell Rocks. Fait que vraiment un gros coup de cœur pour les Maritimes en tant que tel. On a découvert Halifax aussi. On a arrêté par Moncton. Donc, on a fait vraiment une grosse tournée. On était en VR. Fait qu'on a fait beaucoup de kilométrage. Mais c'est un voyage que je n'aurais jamais fait probablement si la vie nous avait pas dit comme ça, nous a dit. Nous avait pris par les épaules pour nous asseoir. Ouais. C'était pas un voyage de tout repos, mais j'ai adoré mes 2 semaines passées dans les Maritimes. Mais là, avant que tu t'installes sur ton tabouret, la question qu'Andréane et moi, on a décidé de te poser, as-tu vraiment, et sois honnête, là, as-tu vraiment réussi à brancher ton égout? Aucun problème. Comme il faut. La première fois. Problème. La première fois sans aide. La première fois après
avoir regardé le tutoriel plusieurs fois. Merci YouTube. C'est correct. C'est correct. Puis t'as calibré, tout ça. Oui. Mais hey, Pierre, mon coup de cœur, là, c'est pas parce que j'ai réussi à brancher mes égouts, c'est pour les gens des Maritimes. Ah bon, okay. Oui, mais c'est correct. Mais c'est parce que j'en ai tellement entendu des histoires d'horreur de ceux qui font du caravaning pour la première fois. Absolument. Alors, on voulait te taquiner un peu là-dessus. Je sais, mais ça doit être une évasion extraordinaire. Ma soeur et mon frère sont fous de ça, puis peut-être que moi, un jour, je me tournerai vers ça. Andréane, t'as pas eu de temps, tu nous l'as dit. La semaine, ta grosse semaine de vacances, est-ce que c'est ton coup de cœur de l'été? Oui, parce que j'ai réalisé un rêve d'enfance. Je suis allée à l'île d'Anticosti pendant 5 jours et je rêvais d'aller là depuis que j'étais tout petite. Puis un peu comme Marc, là, je serais partie en Europe, j'avais d'autres projets dans ma vie avant la pandémie. Et là, cet été, ça a donné aussi parce qu'il faut s'y prendre d'avance pour réserver pour aller en Anticosti. Tu vas là comment, à l'île d'Anticosti? Moi, je suis allée en avion, mais il y a moyen d'y aller en traversier. Mais comment ça s'organise? Moi, j'ai pris un forfait tout inclus avec la CEPAC. Le meilleur moyen, si vous voulez aller à Anticosti, appelez la CEPAC Anticosti. Voyez avec eux c'est quoi les options, parce que moi, j'ai pris un forfait de 5 jours dans une auberge tout inclus avec les repas. Mais il y a moyen d'y aller en chalet, il y a moyen d'y aller en camping. Et sérieusement, si vous tripez plein air, payez-vous ça une fois dans votre vie, parce que oui, ça vient avec, là. C'est un peu complexe, mais... C'est tellement magnifique. Moi, j'ai fait une 15aine de kilomètres de randonnée par jour. J'avais l'impression d'avoir loué l'île pour moi toute seule, dans des canyons, dans l'eau jusqu'aux genoux, sur le bord des plages, de l'eau turquoise, les plages de galets. J'ai traversé des rivières, j'ai mouillé mes bottes, j'ai conduit un gros F250 que jamais je conduirais ici, dans des routes cabossées, un peu périlleuses pour me rendre jusqu'au point de vue où je voulais aller. C'était de toute beauté. C'est chez nous. Puis c'est encore de la nature sauvage. C'est pas juste pour la chasse et la pêche Anticosti. Oui, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup. Beaucoup, évidemment. C'est la randonnée, c'est voir les chevreuils dans leur état naturel, les renards. J'ai vu des phoques dans l'eau qui sortaient la tête. J'ai eu 8 ans pendant 5 jours, puis j'ai déconnecté. Il n'y a pas de réseau ou à peu près pas. Ça, c'est important. Et ça fait partie du plaisir. Il n'y a pas d'influence? Il y a pas de... Il y a des gens, mais l'île, c'est 16 fois l'île de Montréal. Donc, même s'il y a des gens, il y a Port-Meunier dans le village à peu près 150 habitants, il y a les touristes, mais je veux dire, à l'auberge, on était 25 peut-être. Donc, puis on était à la fin de l'été, donc on n'était peut-être pas dans la période la plus forte non plus, juste avant la chasse, parce que là, la chasse, il y a du monde, mais il reste que c'est un territoire qui est encore, je dirais, en partie inexploré, un peu vierge, là, je vais dire ça comme ça, et c'était extraordinaire. Parle au pilote en moi, parle-moi de l'approche en Dash 8. Vers la piste à Port-Meunier. Ça s'est bien passé. Non, je suis sûr, mais parle-moi de... Est-ce que c'est beau? Est-ce que tu commences à saisir à 500 ou 600 pieds tu ne vois que côté... des conifères. Wow. Tu ne vois que de la forêt. Wow. Et les seules routes pavées sont au village. Et après ça, on est dans la route principale en gravel, ça va. Les routes secondaires, c'est un contrat. Les routes tertiaires... c'était périlleux, mais ça s'est très bien passé. J'ai conduit ça comme une vraie chef. Surtout avec ton véhicule. Mais ça prend ça, la CEPAC loue ça, F250, pas de marchepied. Fait qu'il a fallu que je me donne un élan pour embarquer, puis il fallait que je saute en bas de mon pour descendre. Mais c'était de toute beauté. Allez voir sur mon Instagram, j'ai mis plein de photos, c'est spectaculaire. C'est déjà contagieux de t'entendre. Toi, j'ai coup de cœur de l'été? Écoute, moi j'ai un coup de cœur général, puis j'ai un coup de cœur foudroyant à l'intérieur de ce que je vais vous dire. Wow. Alors, mon coup de cœur général, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, puis mon contexte de vie se prêtait pas à rien d'aventure ou de grands déplacements, j'ai eu le plaisir de retrouver mes terrasses préférées, mes petits endroits préférés. Puis écoutez, ce sont des petits endroits dans la petite Italie, le Cherrier, que j'adore, et j'adore me retrouver chez Alexandre aussi, au centre-ville, par le fait que c'est un endroit que j'aime bien. C'est un endroit qui veut dire beaucoup aussi pour ma vie. Alors, j'en ai profité. J'ai profité de ça seul. J'ai profité de ça avec ma fille Michel. J'ai profité de ça aussi avec quelques amis proches. Et là, j'arrive au coup de cœur qui a été particulièrement foudroyant. J'ai commencé cette tradition il y a quelques années. J'essaie le plus proche possible, ou le jour même, le 30 août, j'essaie d'inviter à luncher quelqu'un qui est significatif dans ma carrière, qui a commencé le 30 août 1975 à CKAC. Il y a quelques années, j'ai invité le directeur des programmes adjoints à l'époque, qui a pour nom Guy Banville, qui est une merveilleuse tête de radio, qui est très connue. J'ai invité Dominique Vanelli, notre vice-président à RDS,
l'an passé, il y a 2 ans, c'est-à-dire l'an passé, on n'a pas pu faire grand-chose. Et là, j'ai lancé une perche à 3 collègues dont j'étais particulièrement proche, à CKAC, à mes premières heures. Et les 3 ont dit oui. Wow! Et j'en ai des frissons en vous en parlant. Un de ceux-là, vous le connaissez très bien, c'est Michel Lacroix. Bien sûr. Alors, Michel était au sport à l'époque. Alors, moi, j'animais les nuits de fin de semaine. Michel préparait des bulletins préenregistrés. L'autre est Jacques Lemieux, qui a été surtout mon collègue à CFGL pendant des années et des années. Jacques était l'animateur du soir. C'est lui qui m'a appris à travailler la console. Et l'autre est Claude Saucier. Claude qui a animé Téléservice, rappelez-vous à Télé-Québec, qui anime une extraordinaire émission de musique d'époque aujourd'hui à Espace Musique. Et Claude faisait les nuits de semaine, et moi je faisais les nuits de fin de semaine. Alors je leur ai lancé une perche, je dis écoutez, est-ce que vous accepteriez mon invitation? On s'est assis à 12h30 et on est sorti à 17h30. Wow. Pas en état d'ébriété, parce qu'il fallait tous revenir à la maison. Magnifique. Ce qu'on a vécu... Mais dans un état d'ébriété. Un état... c'est-à-dire un état d'ivresse. Non pas alcoolisé d'ivresse. Exact, voilà. Un état d'ivresse. Écoutez, et on a tiré de ça une photo que j'ai mise sur Facebook, que je mettrai peut-être éventuellement sur nos autres plateformes. Je les remercie d'ailleurs s'ils écoutent de leur présence. Ça a été pour moi un moment absolument exceptionnel. Je me dévoile un peu à un moment où j'en avais très besoin. Quelle belle idée. Oui. Bravo. Oui. Bravo. Vraiment. Bravo. Écoutez, tellement agréable de vous retrouver. Vraiment, c'est relancé. Bon. Peu importe ce que dit Sam, c'était pas le dernier. Je vous le dis tout de suite. Ah bon, C'est assez les vacances, là. on prépare le 2e déjà? Déjà, on y pense déjà. Salut, merci d'avoir été là. Merci à vous. Salut. Merci.